Tu sais, en ce qui concerne les missiles, Ali, ce que les États-Unis demandent essentiellement, c'est ceci. Pendant qu'ils t'encerclent, qu'ils t'ont déjà attaqué en juin 2025, qu'Israël continue d'appeler à une guerre totale, et nous avons vu ce qu'Israël a fait dans la région, même en dehors de l'Iran. Pendant que tout cela se produit et que les États-Unis se préparent à la guerre, ils te demandent de renoncer à ton système de dissuasion le plus puissant. Cette manière de traiter avec un prétendu adversaire n'est pas vraiment normale. D'ordinaire, ce que font les États-Unis, c'est trouver un moyen d'attaquer, et d'attaquer aussi fort et aussi longtemps qu'ils le peuvent, puis de voir ce qui se passe. Mais maintenant, on voit les États-Unis essayer vraiment de pousser l'Iran à abandonner ce que je pense être précisément les armes qui les font hésiter à attaquer. Qu'en penses-tu? Donc je crois que... So I think Trump is Trump confond la patience stratégique de l'Iran avec de la faiblesse. C'est là l'essentiel. Et c'est pourquoi il pense que l'absence de réponse adéquate de l'Iran ces dernières années, ou ses problèmes internes, signifie que l'Iran n'a pas la volonté de défendre sa souveraineté. Donc, je pense, laissez-moi simplement donner à M. Trump un résumé d'une minute de ce qu'est l'Iran aujourd'hui. Malgré tous ces problèmes, je suis un critique de nombreux aspects de l'État iranien. Je critique sa complaisance envers ses éléments pro-occidentaux, ou ce que j'appelle la cinquième colonne de Washington au sein de l'État, ainsi que sa complaisance envers l'oligarchie corrompue et d'autres. Mais dans l'ensemble, la structure de l'État iranien est le résultat de l'une des 4 plus grandes révolutions populaires de l'histoire. C'est une révolution organique, authentique, en 1969. Ensuite, c'est le produit d'une guerre de 8 ans. La puissance militaire de l'Iran est le fruit de cette guerre de 8 ans, pendant laquelle tout le monde a laissé l'Iran seul et tout le monde a soutenu Saddam. L'Iran ne pouvait obtenir aucune pièce pour ses avions, ses bateaux, ses chars, rien. Et tout le monde, de l'autre côté, aidait Saddam. La France vendait à Saddam des avions Mirage. L'Union soviétique, qui avait traditionnellement été un allié, lui fournissait beaucoup d'équipements. L'Amérique, vers la fin de la guerre, a commencé à aider massivement Saddam. Si l'on regarde la politique étrangère, c'est l'Amérique qui fournissait à Saddam des images satellites montrant comment attaquer l'Iran avec des armes chimiques. Ainsi, les mêmes États-Unis qui ont ensuite envahi l'Irak sous prétexte d'armes de destruction massive aidaient Saddam à attaquer chimiquement l'Iran en 1986 et 1987. Allez consulter Foreign Policy. Cherchez simplement Foreign Policy, Saddam, United States, Chemical Weapons sur Google et vous trouverez cette information choquante provenant de l'un des journaux américains les plus crédibles. Tout le monde aidait donc. La Grande-Bretagne ou le Royaume-Uni, qui avait reçu de l'argent de l'Iran à l'époque pré-révolutionnaire du Shah pour 700 chars Chieftain, n'a pas livré les chars à l'Iran et les a vendus à Saddam à la place. Et toutes ces monarchies arabes du Golfe Persique remplissaient les poches de Saddam d'argent, environ 150 milliards de dollars, selon la valeur du dollar de l'époque, donnés à Saddam pour acheter des armes et tuer des Iraniens. C'est donc pendant ces 8 années de solitude, ces 8 années d'isolement politique, que les Iraniens ont appris à se battre de manière autonome, de façon économique, et à fabriquer des armes artisanales. Si l'on regarde les missiles iraniens ou les drones iraniens, pourquoi ces drones sont-ils si particuliers? Ce n'est pas parce que l'Iran dispose de dispositifs électroniques ultra sophistiqués utilisant l'intelligence artificielle. Non, c'est parce qu'ils sont nettement moins chers que ceux de leurs concurrents. L'Iran a toujours souffert d'isolement économique, d'encerclement, de blocus et de sanctions. Il a donc dû apprendre à construire des armes avec le budget le plus réduit possible,
tout en les rendant aussi efficaces que possible, avec un niveau technologique minimal. Si l'on observe les missiles iraniens, qui constituent le pilier de la stratégie de défense du pays, on comprend pourquoi l'Iran dispose d'un stock de missiles aussi important. Tu sais ça, Danny? La raison, c'est que l'Iran ne possède pas un seul avion moderne dans son armée de l'air. Récemment, on dit, je ne l'ai pas vu moi-même, ce n'est peut-être qu'une rumeur, que la Russie aurait enfin livré les Sukhoi 35 que l'Iran avait achetés il y a de nombreuses années. Mais on n'en est pas encore sûr. Pendant des années, personne n'a vendu un seul avion à l'Iran. L'Iran utilise encore les F-4 de 1971 et n'a même pas accès aux pièces détachées pour les F-4 ou les F-14 auprès des entreprises. Ils doivent passer par le marché noir ou les fabriquer eux-mêmes. Alors, pour compenser l'absence d'une force aérienne, ils se sont tournés vers les missiles. Et ils ont ensuite maîtrisé la technologie des missiles. Ils l'ont rendue si précise qu'ils en ont fait une arme tactique. Aujourd'hui, l'Iran peut décider de frapper une cible dans une zone de 5 mètres sur 5. Il existe, bien sûr, une justification religieuse également, car l'ayatollah Khamenei a déclaré de manière célèbre qu'il fallait éviter de tuer des civils. Il faut donc être précis, ne viser que des cibles militaires. Il faut être très, très précis. C'est pourquoi l'Iran a développé des missiles longue portée très précis, afin de compenser l'absence de F-35, de F-22, de Su-35 ou d'autres appareils de ce type. En un sens, l'Amérique a étranglé l'Iran depuis 47 ou 48 ans, comme moyen de punir les Iraniens pour avoir voulu être indépendants. Le message de l'Amérique était très simple. Vous êtes des citoyens de seconde ou de troisième zone. Vous ne méritez pas l'indépendance. C'est moi qui ai détruit votre seul gouvernement laïque, libéral, démocratique et nationaliste de Mohammad Mossadegh en 1953. Je l'ai renversé par un coup d'État de la CIA, ce qui est documenté. Et Madeleine Albright s'en est officiellement excusée. Ce n'est pas mon œuvre. Ce n'est pas ma propagande, ni mon invention. Ensuite, ils ont imposé 25 ans de régime Pahlavi, avec la SAVAK comme service de renseignement le plus brutal de l'époque. Mon père lui-même a passé 2 ans dans la prison du Shah lorsqu'il était étudiant à l'université de Téhéran, simplement pour avoir exprimé ici et là son désaccord avec ses politiques. On lui a arraché les ongles, on lui a brûlé le dos. Et tout cela était soutenu et encouragé par la CIA et l'Amérique. Alors quand les Iraniens ont voulu être indépendants, l'Amérique est venue et a dit « Je vais t'étrangler, je vais te punir, je vais t'enlever ton accès à la technologie. Tes enfants ne pourront pas venir étudier ici, tu ne pourras rien acheter de technologique. » Vous ne pouvez pas vendre vos produits sur le marché mondial. Vous ne pouvez pas faire partie de l'OMC. Vous ne pouvez même pas envoyer votre argent à l'étranger ni participer au système bancaire mondial. Je vais vous étrangler. Et je dis cela, bien sûr, cela a fait énormément souffrir les Iraniens, mais cela a aussi eu ses propres effets de retour. C'est pourquoi l'Iran peut fabriquer des armes par lui-même et personne ne peut les lui retirer. C'est pourquoi, monsieur, Trump devrait savoir que l'Iran n'est pas Saddam. L'Iran n'est pas l'Irak de Saddam. L'Iran n'est pas la Syrie d'Assad. L'Iran n'est pas la Libye de Kadhafi. L'Iran est un pays qui a inventé, fabriqué et créé ses propres mécanismes de défense et personne ne peut les lui enlever. Même si vous assassinez chaque scientifique ou commandant du pays. Ces éléments font partie de l'ADN de l'Iran et il faut composer avec un CGRI fort de 340 000 hommes. Même si, comme je l'ai dit, vous éliminez les 1000 plus hauts responsables, il en restera encore 339 000 qui viendront reprendre le golfe Persique à la marine américaine. Et un dernier point. Il y a énormément d'actifs américains et européens, ainsi qu'une grande partie de leur capital, liés aux monarchies du golfe Persique, à Dubaï, Abu Dhabi, Doha, et tous sont très largement à portée de l'Iran.
Demain matin, l'Iran pourrait frapper Dubaï, où vivent de nombreux Européens et Américains. Et comme vous le savez, les Émirats arabes unis sont aujourd'hui un peu comme un second Tel Aviv, mais aussi presque comme l'un des États américains. Ils peuvent, genre, les ramener à l'âge de pierre, très facilement, simplement en attaquant un des purificateurs d'eau des Émirats arabes unis. Ensuite, ils n'auraient plus accès à l'eau. Ce sont des endroits très vulnérables, artificiels. Ce ne sont pas de vrais pays. Les Émirats arabes unis, il suffit de regarder une carte ou des photos de 1968, on n'y voit rien. On voit un chameau et peut-être un camp au milieu du désert. Ce sont des bases américaines et britanniques qui paraissent simplement très glorieuses en ce moment, avec le Burj Khalifa, tous les gratte-ciel et beaucoup d'argent versé à des influenceurs pour donner l'impression qu'ils sont le phare de la civilisation. Mais en réalité, ils ne sont rien. Ils ne possèdent aucun pouvoir essentiel qui leur soit propre. Donc l'Iran peut tout les faire disparaître. En un sens, ce n'est pas de notre faute si l'Amérique a construit tant de ses bases militaires et de ses centres économiques de pouvoir autour de nous. Nous sommes ici depuis 3000 ans. L'Amérique, elle, n'est arrivée qu'au cours des 40 dernières années, profitant de la fin de la guerre froide et de l'absence de l'Union soviétique pour remplir cette région de base militaire après base militaire. Et je pense qu'elle s'est rendue trop vulnérable à la portée de l'Iran. C'est ce que Trump devrait comprendre en ce moment.